Donc, Sylvie, avant que tu prennes la parole, je me permets cette présentation succincte. Donc, directrice et pilote de balise, psycho-praticienne dans le monde du travail, consultante dans une société de conseil RH et une formation d'ingénieur de formation. Voilà. Je prends le temps juste de donner une perspective en évoquant les terrains d'entente, un peu comme des leviers, parce qu'on pourrait passer un temps fou à échanger sur nos différences. Il est quand même plus intéressant de travailler sur ce qui nous rassemble. Et évidemment, on va essayer de plaider pour le faire ensemble, hein, et pas essayer de s'enfermer dans des représentations qui seraient un petit peu clichés, on va dire, sur les jeunes ou sur les dirigeants. Donc au préalable, je voulais juste repositionner aussi, puisqu'on en a parlé pas mal ici, le concept de management, pour savoir un petit peu de quoi on parle. En réalité, ce concept de management, je ne sais pas pour ceux qui le maîtrisent moins bien, mais il est né dans les années 1900, donc c'est vieux et c'est pas vieux. C'est-à-dire que c'est au départ l'acception de base, ça veut dire mener son cheval à la main, c'est contrôler, diriger, gérer. Et ça s'est développé avec le taylorisme à peu près à la même époque, notamment dans le cadre de l'organisation du travail. Et ça voulait dire, surtout le management, atteindre des objectifs par la planification, l'organisation et le contrôle des tâches. Donc, si on considère que l'organisation du travail a toujours existé, qu'est-ce qui fait différence aujourd'hui ? Et aujourd'hui, on est dans une collusion forte, en fait, entre deux volontés. Celle de l'organisation scientifique du travail, mais aussi celle de l'administration et de la gestion de cette organisation. Et c'est ça qui fait tension particulièrement en ce moment. Parce que les modes de management et la question du management, finalement, telle qu'elle nous a été proposée, notamment dans les années 80, beaucoup, et la définition que j'en ai faite avec le taylorisme, elles ont été très très peu remises en question. Il y a très peu de travaux sur le sujet, il y a quelques groupes qui travaillent là-dessus. C'est un petit peu comme si on avait pris ça pour argent comptant et tout le monde part et continue avec cette idée-là du management. Nous avons permis ce que le sociologue Deleuze appelait la société de contrôle. Des comportements doublés d'instabilité et d'une modulation permanente. Voilà pour le contexte. Moi, ce que je vais vous présenter là tout de suite, c'est les 8 points que j'ai identifiés, on pourrait dire, qui sont des leviers, des points communs qu'on a pu avoir ici dans le discours entre les jeunes et les dirigeants. Le premier point, c'est l'ordre et la clarification des responsabilités et des rôles. Tout le monde est d'accord sur le fait de la nécessité de répartir les responsabilités et les rôles et d'avoir des référents hiérarchiques. Ce qui est rejeté aujourd'hui, c'est le rapport de domination dans sa forme aliénante et humiliante. En quelque sorte, je dirais le rejet de l'autoritarisme. Ariane Bilerian, qui est psychologue philosophe, elle a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelle « La psychopathologie de l'autorité ». Et elle nous dit « L'autorité vient pour chacun, au moment où il la croise, inscrire qu'il n'est pas tout puissant ». C'est vraiment la question de la toute-puissance dont on a un peu entendu parler tout à l'heure. Le statut ne suffit plus. Le dirigeant et le manager deviennent donc une espèce de figure de grand frère, un peu bienveillant, etc. Et on a entendu, ça fait beaucoup pour un seul homme. Et en même temps, en face, cette question de la grande susceptibilité, parfois des plus jeunes qui ont des difficultés à accepter la critique et à entendre. Il y a une enquête du cabinet Action RH opérationnelle qui a été faite en 2023 auprès d'une 60aine d'entreprises du PME du bâtiment ici en Vendée et qui nous dit que 90% des dirigeants affirment que les salariés ont de nouvelles exigences. Et ces exigences-là, elles sont 70% d'ordre salarial, 60% c'est les horaires de travail, 44% l'ambiance de travail. Et les problématiques qu'ils ont à gérer, ces dirigeants du bâtiment, c'est la place du travail qui n'est plus centrale, la flexibilité des horaires et des conditions, la motivation, l'individualisme, la fuite devant les responsabilités managériales, le fait de faire adhérer au projet collectif et les difficultés aussi financières des ouvriers avec la hausse des prix. Voilà ce que nous disent
les dirigeants du bâtiment aujourd'hui. On est donc effectivement à l'aune d'un changement sur le plan managérial et gouvernance aussi. L'idée, c'est qu'il va falloir qu'on puisse revenir sur nos habitudes et nos préjugés. Savoir comment développer la coopération plutôt que la compétition, l'entraide plutôt que l'exclusion, la connaissance de soi plutôt que l'exigence pour les autres. Voilà, donc les jeunes aujourd'hui interrogent notre rapport au temps, au sens des choses et à la coopération. Le deuxième point, c'est la nécessité de l'engagement. Tout le monde aussi est d'accord sur la nécessité d'un engagement dans le travail. On n'a pas entendu, nous on y va la fleur au fusil, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Là encore, les choses sont pas si compactes. Il y a une enquête en 2019 qui a été faite par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, ça s'appelle l'INJEP, qui nous éclaire sur les nuances et l'hétérogénéité des représentations qu'ont les jeunes du travail, notamment quand on leur pose la question sur l'importance des relations pour eux dans le travail. Mais on se rend compte que plus le niveau de qualification est élevé et plus les relations au travail prennent de la place dans la vie des jeunes. Et bien sûr, à l'inverse, plus le niveau de qualification est bas et moins les relations au travail sont centrales. Donc ces données-là, elles sont enrichies aussi par un sondage d'Opinionway en 2022. Pour 59% des jeunes, la rémunération reste le plus important. Donc se pose un petit peu, on en a entendu parler, la question de la valeur du travail et de la reconnaissance du coût. Et où se situe donc ce changement? Bien pour les jeunes, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, l'engagement, c'est être vraiment présent à ce que l'on fait, être là, et pas forcément sur une durée longue. Et puis aussi, le parcours professionnel se fait pour soi, pour soi-même, sur un mode compagnonique. On apprend des différents endroits dans lesquels on passe. Donc plutôt que de vouloir s'opposer à ces changements, on pourrait se poser la question, comment peut-on conserver un collectif fort, des valeurs, une culture, un métier, une identité, en s'appuyant sur l'engagement ponctuel de certains jeunes qui vont partir de toute façon à court terme. Donc ce qui a évolué, c'est la forme de l'engagement, finalement. On passe d'une vision monocentrée sur le travail à une vision polycentrée. Du centre vers des centres. Il ne s'agit pas donc de défaire ce qui existe et ce qui fonctionne, mais bien de faire coexister les modèles d'organisation anciens et nouveaux, à chercher un modèle interculturel. Le troisième point, c'est le temps pressurisé et l'exigence de la qualité. Tout le monde est d'accord pour dire on n'a pas le temps, plus le temps de bien faire notre travail. Hartmut Rosak, un philosophe allemand, il fait le parallèle entre aliénation et accélération. Il indique que les nouvelles technologies devaient nous libérer du temps pour finir, elles nous complexifient le travail. Il y a une forme d'accélération des temporalités. Et donc, on pourrait peut-être questionner plutôt l'utilisation que nous faisons des nouvelles technologies. Pas les nouvelles technologies en elles-mêmes, l'utilisation que nous faisons des nouvelles technologies en confondant l'outil et la finalité de l'outil. C'est la question du débat actuel d'ailleurs sur l'IA, on entend au travail, à l'école, etc. C'est aussi certains logiciels de PAO qui dirigent, enfin en tous les cas, qui font la pluie et le beau temps dans des ateliers, etc. Il faut donc arbitrer au sein de l'entreprise entre faire vite et faire bien. L'entreprise, le collectif, doit définir ses propres critères, posés en commun et basés sur l'expérience de ceux qui exercent sur le poste et non sur des critères logiques d'algorithmes hors système. Donc les jeunes ont intégré cette dimension d'accélération du temps et peut-être que c'est pour ça qu'ils nous proposent une forme plus intensive et plus sur un temps plus court. Les valeurs restent, mais les valeurs changent. Mais la forme change. Le quatrième point, c'est le travail socialisant. Pour les jeunes et les dirigeants, le travail reste pensé dans sa dimension sociale.
C'est ce que Hannah Arendt appelait l'œuvre. Parce que travailler, c'est aussi participer à quelque chose de plus grand que soi. Encore faut-il lutter contre ce que Yves Clos, chercheur au CNAM, nomme l'empêchement de faire ou l'empêchement de dire. Car nous sommes tous en capacité de penser notre travail, d'apprendre de notre expérience et de proposer quelque chose, quel que soit notre poste, notre niveau ou notre place dans l'entreprise. Le 5e point, c'est la responsabilité. Les jeunes et les dirigeants sont conscients que l'entreprise ne peut pas tout. Chacun a sa part de responsabilité selon la place qu'il occupe dans l'entreprise et il agit sur le système. En revanche, l'entreprise ou le service peut aider à ce que chacun se positionne et puisse participer. Aujourd'hui, ce qui évolue, c'est que les jeunes veulent s'épanouir par le travail et non plus pour le travail. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est le collectif qui est en jeu dans les débats qu'on a eus ensemble et sur lequel il va falloir être vigilant et travailler. L'enquête INJEP dont j'ai parlé tout à l'heure de la jeunesse et les sports nous montre aussi la diversité du regard porté sur le travail. Les jeunes occupant des positions les plus favorables mettent l'accent sur l'équilibre travail hors travail, les relations entre les collègues, l'intérêt du poste, l'autonomie. Et les jeunes ayant une situation professionnelle plus difficile, ils mettent l'accent sur le niveau de rémunération, la sécurité de l'emploi, et ils ont une relation beaucoup plus distante avec le travail. Donc on est aussi dans une posture de protection. S'autoriser à faire autrement, c'est le 6e point. Les dirigeants comme les jeunes, ils revendiquent la possibilité de penser par eux-mêmes. On va revenir à l'idée développée l'année précédente à la conférence par Jean-Marc Neveu, qui était dirigeant d'industrie plasturgie, Plaxtil. Et il nous disait, moi, dans mon entreprise, voilà ce que j'ai mis en place, j'ai travaillé afin qu'on puisse penser ensemble, avec tous les niveaux, Bac-6, Bac+6, des référentiels tolérables, afin que chacun puisse prendre des décisions conformes aux attendus. On parle bien de référentiels internes. Ok, il y a peut-être des exigences extérieures, mais nous, on a le devoir d'avoir des objectifs réalisables. C'est un petit peu le danger, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de se sentir, et c'est le mal d'aujourd'hui, toujours incompétent, toujours à la bourre, toujours à côté, jamais comme il faut. Donc ça autorise aussi une forme de résilience collective, hors du cadre imposé où chacun trouve sa place. L'idée, c'est de prioriser le faire ensemble et le sentiment de compétence, dans un but commun dépassant l'intérêt individuel. Le 7e point, c'est la communication directe et transparente. Les jeunes et les dirigeants, ils demandent à communiquer, visiblement, le plus directement possible. On a parlé de susceptibilité, etc. Ça marche dans les deux sens. Mais il y a aussi la question de la cohérence entre le fond et la forme de la communication. On va chercher à communiquer en vérité. Il faut donc, c'est le sujet, apprendre à nos managers, à nos cadres et à nos dirigeants d'ailleurs, à se connaître eux-mêmes. Parce que communiquer, ça commence par soi. C'est un petit peu ça l'histoire. Afin de maîtriser leur comportement, d'être capable de s'ouvrir aux autres et aux différences, d'ouvrir le dialogue, y compris sur ce qui est des ressentis, ce qui n'est pas formel, et puis de trouver leur place. C'est difficile de trouver sa place quand on est pris en étau. C'est extrêmement difficile. Donc il y a un vrai apprentissage sur soi pour être à l'aise avec ça. Clairement, de ce que nous avons entendu aussi, nous vivons l'avènement de la communication manipulatoire et instrumentale. Cette communication des années 80, je dis des années 80 parce que c'est les miennes en fait, mais celle qu'on a développée dans les grandes écoles, HEC, Sciences Po, etc., et qu'on entend encore. Il y a des cours de rhétorique qui consistent à pas dire ce qu'il faut dire, enfin bref, à faire dire ce qu'on veut pas dire, enfin voilà. Donc, là-dessus, les nouvelles générations sont très à même de déjouer les faux semblants, parce qu'ils ont aussi ce sens de la communication, beaucoup plus que nous l'avions. Et les espèces de tours de passe-passe qu'on peut faire pour faire passer la pilule. En fait. Le système doit permettre d'explorer et de faciliter une parole vraie.
C'est un aspect essentiel de la vie démocratique et du vivre ensemble, puisqu'on parlait de la question du collectif. Et en termes de communication, il est un peu absurde de se demander comment éviter toute influence ou manipulation, puisque de toute façon, volontairement ou involontairement, s'établissent toujours dans les relations humaines des jeux d'influence. Parce que tout comportement produit des effets par rapport auxquels il faut se positionner. Donc il convient, comme le suggère Paul Vatlavik, qui est un psychologue sociologue, d'accepter la responsabilité inéluctable de décider pour nous-mêmes de quelle manière être le plus humain, le plus honnête, et ceci le plus efficacement possible. Et pas oublier, parce qu'on a un peu aussi tendance à perdre la mémoire, ou en tous les cas, quand on se déplace, on change de point de vue, que d'une part, la position, elle est de fait dominante de l'employeur ou du manager sur l'employé. Il peut l'exclure, il peut le réprimander, donc c'est de fait. Que la fragilité, il y a une fragilité émotionnelle aussi qui est générée par le fait d'être nouveau ou d'être dans un nouvel emploi ou majoré quand on manque d'expérience, quand on est jeune. C'est la posture du débutant. On a un regard admiratif aussi du profane sur l'expert, l'expérience qui fait rêver. Et le désir de bien faire, parfois, ça peut aussi amener à une forme d'assurance ou un peu surjouée, un peu exagérée par des jeunes. Et puis d'autre part, de l'autre côté, la personne expérimentée, elle n'a pas nécessairement conscientisé ou formalisé tout ce qu'elle sait, parce qu'elle est dans des automatismes, des gestes professionnels qu'elle fait de manière automatique, et elle communique sans penser à la complexité de la situation. Les dirigeants ou les responsables, ils sont centrés sur le collectif, sur l'efficacité globale. Ils mesurent pas toujours l'impact de leurs paroles ou leurs actes sur une personne en particulier. Et la transmission, de toute façon, elle se fait à deux, elle va pas de soi. Il faut y prêter attention. D'où mon dernier point, le 8e point, qui est le temps d'apprentissage et de la transmission. L'accélération du temps et la complexification du travail fait disparaître le temps d'accompagnement et de transmission des savoirs. C'est vrai dans tous les secteurs, depuis le foyer, la maison, jusque dans l'entreprise. On court tous après le temps pour accompagner les uns et les autres. Il n'est pas question, on ne peut pas déléguer, par exemple, l'éducation de nos enfants à l'école. On ne peut pas non plus la déléguer nos conversations avec le psychologue. On ne peut pas déléguer, pas plus, la transmission de la culture, des savoirs stratégiques, des valeurs ou de l'identité d'une entreprise à un centre de formation externe. La transmission, elle s'organise, sachant que, d'un point de vue de l'esprit humain, cognitif, l'esprit a besoin de boucles d'apprentissage. Je vous renvoie à un modèle qui s'appelle le modèle de Kolb, qui est extrêmement intéressant parce qu'il est très, très facile à appréhender et qui nous dit, en gros, il y a 4 phases dans ce cycle d'apprentissage qui sont incontournables pour tout le monde. C'est le fait d'expérimenter, pratiquer, 1. Ensuite, donner le temps de réfléchir, d'analyser, 2. Troisièmement, c'est pouvoir faire des liens avec des choses existantes, donc c'est généraliser. Et 4e point, c'est transférer. Donc on ne peut transférer de toute façon que quand on est passé par là. Sinon, on n'a pas compris ce qu'on a fait. Et ça, c'est vrai à toutes les étapes de la vie dans l'entreprise. Depuis l'intégration, il faut mener ce cycle. Quand on est en développement à son poste, ou au départ, celui qui va transmettre, il va falloir qu'il réfléchisse à ce qu'il veut transmettre, comment, qu'il réfléchisse sur ses automatismes. C'est pas facile. Donc ce temps est incompressible. Ça me renvoie aussi à la question des seniors. Alors c'est 50-62 maintenant, qui souvent détiennent, eux, des savoirs stratégiques, qui sont même souvent les seuls à détenir des savoirs assez informels, des savoirs clés, des savoirs d'expérience, et ils sont pris dans une injonction contradictoire, qui est à la fois de pouvoir baisser le rythme avant de partir, parce qu'arriver à fond les balles sur la ligne d'arrivée, on arrive un peu sur les dents, quoi. C'est-à-dire, en fait, ils doivent passer de l'efficacité à l'efficience, et en même temps, ils doivent former les plus jeunes sur des temps masqués non reconnus. Donc en fait, ça accentue la tension et la pression en fin de carrière.
Il y a une étude de la DARES, là, qui est récente, qui nous dit que 37% des personnes en emploi considèrent qu'elles pourront pas aller jusqu'à la retraite parce que le rythme de leur travail est insoutenable. Donc le rythme de travail, on voit bien que c'est pas juste la question de nombre de dossiers, hein. On voit bien que c'est tout ça autour, en fait. Les jeunes doivent être accompagnés. Donc là, dans l'enquête du cabinet d'action RH opérationnelle dans les PME du bâtiment, 31% des dirigeants disent ne pas avoir le temps d'accompagner les nouveaux recrutés. C'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils manquent de disponibilité. Il y a un manque d'implication de certains sur le terrain. Il y a un problème de communication, parfois entre les chantiers et l'atelier. Des problèmes de langue avec les travailleurs étrangers. Un sous-effectif et un manque d'organisation. Donc il y a quand même de quoi, il y a des leviers sur lesquels on peut travailler. Et on l'a vu, il y a d'autres entreprises qui se battent pour former au mieux, hein, et trouver même des nouvelles façons de mutualiser sur un territoire pour avoir la possibilité de mettre en place des choses en commun. Donc si l'entreprise positionne la formation et la transmission au niveau stratégique, elle pourra s'organiser autour de cette priorité. Le temps passé des plus expérimentés vers les plus jeunes ou l'inverse, aussi, on l'a vu, c'est un temps productif, vital, comme une respiration. Voilà pour mes 8 points que je voulais un peu ramener à la discussion, mais pour finir, et je vais essayer d'aller plutôt vers des choses concrètes, hein, puisqu'on va pas être dans du yaka, faucon, tout ça. On n'a pas la prétention d'être ni exhaustif ni meilleur que vous en quoi que ce soit, mais nous pouvons réunir en tous les cas les différences, hein, pour sortir des clichés. Il y a une enquête d'ARES 2022 là en Vendée précisément qui nous dit que 47 000 projets de recrutement ont connu des vraies difficultés. C'est beaucoup. Bâtiments surtout, services, l'alimentaire et la production. Aujourd'hui, de nouveau, avec la hausse de l'inflation, il va y avoir une mise à l'arrêt d'un certain nombre de projets. Donc il va y avoir à nouveau une libération de main-d'œuvre. Donc en fait, on est dans un cycle comme ça qui tourne en permanence. Et dans ce contexte, je reprends juste les 3 points suggérés par nos échanges en termes de propositions. C'est d'ouvrir le champ du recrutement. Les personnes en situation de handicap, par exemple, qui représentent 5,1% des embauchés, selon la GFIP. Les seniors, aujourd'hui on n'est pas très fort en France parce qu'on est au 17e rang sur 27 pays. Les femmes, qui représentent moins, puisqu'elles représentent 48,5% des actifs aujourd'hui, contre 58% des hommes. Les personnes en réinsertion professionnelle, qui sont aussi accompagnées par justement jusque dans l'entreprise. Deuxième point, sortir de la pensée unique de la croissance. Ça, c'est difficile parce qu'il y a une espèce de poussée économique là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire, et c'est peut-être plus facile quand on est des PME, des PMI, comme le tissu vendéen, de chercher des équilibres entre le commerce et la capacité de production. En quelque sorte, c'est ça. C'est de dire, on peut aussi développer en creusant plutôt que développer en s'étendant. C'est-à-dire que trouver des choses pour maintenir les personnes justement en sécurité, que ça soit intéressant d'enrichir, c'est aussi une forme de développement. Attirer et développer, mon 3e point, attirer et développer des terrains d'entente. C'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est plus constructif de développer ce qui rassemble que de s'épuiser autour des conflits. Donc sans oblitérer les différences entre les points de vue, là, il s'agissait de partager la richesse, faire évoluer les modes de management, accueillir, intégrer, former, mettre du sens, expliquer, réinterroger le système pour remettre en question les choses et pouvoir se réinventer, construire et créer ensemble. Je rentre pas dans le détail parce que de toute façon tout le détail sera disponible dans un livre blanc que l'on va éditer début 2024. Ceux qui le voudront pourront nous le demander. Il y aura la totalité de ce qui vient d'être dit ici. Pour finir, je voulais vous présenter, pour ceux qui connaissent pas, les principes du manifeste agile.
Il y en a peut-être ici qui le connaissent. Et ce manifeste agile, il peut s'appliquer à tous les systèmes et il nous permet de prendre de la hauteur. Le manifeste agile, c'est quoi? C'est un mouvement qui est né de la conviction suivante. Si les personnes se réunissent au-delà des différences tactiques de leurs approches, elles trouveront nécessairement des terrains d'entente et d'innovation. Cette méthode, elle peut s'appliquer à toutes les échelles, TPE, PME, PMI, territoire, entreprises plus grosses, etc. C'est quoi? C'est qu'en 2001, une expérience a été menée par 17 experts en informatique, dans des startups, et ils se sont réunis pour trouver un terrain d'entente sur le développement de logiciels. Donc ce sont pas non plus des philanthropes, hein. Et à l'issue de cette expérience, on va observer 4 principes. Apprécier les individus et les interactions entre les individus avant le processus et les outils. Préférer une solution fonctionnelle avant une documentation étendue. Développer une collaboration avec le client avant la négociation contractuelle. Préférer la réactivité au changement avant de poursuivre un plan fixe. En fait, les fondamentaux de ce manifeste agile, c'est de dire que les outils ont explicitement moins de valeur que les hommes. Les process et les outils de travail peuvent avoir une valeur nulle si l'accent n'est pas mis sur l'humain et les interactions avec les personnes. La documentation peut avoir une valeur nulle si elle n'est pas une base fonctionnelle derrière laquelle se trouvent des arguments simples, faciles à comprendre et à utiliser. Un contrat ne répondra jamais à tous les besoins d'un client. Donc, sans une collaboration intense, le client peut être perdu. Et puis le dernier point, c'est que le plan peut être élaboré. Évidemment, il faut qu'il soit élaboré. Mais il faut accepter aussi qu'ils doivent changer, évoluer et se rapprocher de la réalité des personnes ou du système concerné. Voilà, être agile nous demande donc d'être ouvert, de collaborer, de réfléchir de manière itérative avec le terrain et de regarder au-delà de la mise en œuvre correcte du process ou des outils, d'accepter aussi ce qu'on a dit, notre caractère unique et complexe en tant qu'individu, et de travailler ensemble à un objectif commun. L'idée, c'est clarifier que ce que nous faisons doit être fait ensemble, sans clivage de métier, de niveau, de génération ou de genre. J'ai fini.